Touba, 14 août, 6h45 du matin. Il y avait une odeur particulière dans l'air ce jour-là. Pas celle de la poussière ou du ciment, non. Quelque chose de plus lourd. Une sensation étrange qui me pesait sur la poitrine dès mon réveil. Comme un avertissement silencieux que je n'ai pas su écouter. Et pourtant, je suis sorti de chez moi, ma gourde à la main, mon vieux casque orange à la ceinture, et mes bottes poussiéreuses aux pieds. Le chantier se trouvait à l'est de la ville, près de l'ancienne gare. C'était un grand projet, un immeuble de 4 étages, financé par un investisseur venu de Dakar. Nous étions une trentaine d'ouvriers à y travailler depuis plusieurs semaines. C'était fatigant, mais c'était du travail honnête. Le genre de job qui te donne mal au dos, mais te permet de nourrir ta famille. Ce matin-là, j'étais l'un des premiers à arriver. Samba m'avait précédé de peu et m'avait déjà préparé une pelle. Il m'a salué avec un sourire, comme toujours. On s'est mis à la tâche sans perdre de temps. Il faisait déjà chaud, le soleil ne tarderait pas à cogner fort. Les premières heures ont passé dans une routine presque rassurante, mélanger le béton, charger les brouettes, fixer les planches de coffrage. Le vacarme habituel des marteaux, des ordres lancés, des radios qui grésillent. Il y avait même de la musique qui sortait d'un petit haut-parleur posé sur un sac de ciment. Tout paraissait normal. Paisible, même. Mais en réalité, quelque chose grondait sous nos pieds. Quelque chose que nous n'avions pas vu. Ou que nous avions ignoré. Je me souviens d'avoir levé les yeux vers le ciel à 9h10 précise. Un oiseau passait, solitaire, dans le ciel nuageux. Je me suis dit, aujourd'hui sera long. Et je n'imaginais pas à quel point. C'est là que tout a commencé à changer. 9h12. Un bruit presque imperceptible fendit l'air. Pas un cri, pas un ordre. Juste un son. Un simple craquement. Crac. Ce n'était pas comme les bruits habituels du chantier ou les coups de marteau, le frottement des pelles, les rires étouffés entre collègues. Non, ce son-là était différent. Un bruit grave, profond, presque vivant. Un grondement venu des entrailles du bâtiment. Je me suis figé. Le bras levé, pelle en main, le souffle coupé. Je n'étais pas le seul. D'un bout à l'autre du chantier, des têtes se levèrent. Un silence pesant tomba, brisé seulement par la musique lointaine qui continuait à jouer depuis une radio posée sur un sac de ciment. Mon regard s'est tourné vers le mur porteur, juste derrière Samba. Une fissure, fine, presque invisible, venait de s'y dessiner. Je suis sûr qu'elle n'était pas là ce matin. Samba regarde le mur. Il s'est retourné lentement, les yeux plissés. Puis son visage a blêmi. Un deuxième craquement, plus sec cette fois, s'est fait entendre, suivi d'un grondement. Au-dessus de nous, un éclat de béton s'est détaché du plafond et est tombé au sol dans un bruit sourd. Et tout le monde dehors. Vite! Cria le contremaître, la voix tendue. Mais personne ne bougeait vraiment. Il y a une seconde entre le moment où on comprend et celui où on réagit. Une seconde de trop, parfois. Alors le chaos a commencé. Les ouvriers ont lâché leurs outils. Les cris ont fusé. Certains couraient vers les escaliers, d'autres vers les fenêtres. La poussière s'élevait déjà dans l'air, lourde et étouffante. Moi, je suis resté une seconde de plus à regarder cette fissure. Elle s'élargissait. Elle respirait, comme si le bâtiment lui-même tentait de nous avertir. Puis j'ai couru. Le cœur battant, les jambes fléchissant sous l'adrénaline. Je savais, à cet instant précis, que quelque chose de grave venait de commencer. Le bâtiment craquait. Le sol vibrait. Et nous étions encore dedans. Je me souviens du moment exact où tout a basculé. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une explosion. C'était un regard. Celui de Samba. Ses yeux ont croisé les miens dans le tumulte du chantier, alors qu'un mur derrière lui commençait à céder. Son visage, d'ordinaire si calme, s'était figé. Et ce regard disait tout, on va mourir ici. Puis un vacarme assourdissant a déchiré l'air. Un échafaudage a basculé dans un fracas de métal tordu. Les outils sont tombés. Les brouettes ont volé. Et les hommes ont hurlé. Un hurlement collectif, incontrôlable, presque animal. La panique, brute et sans filtre, s'était emparée de nous. Abdoulaye, le plus costaud de l'équipe, tentait d'aider un apprenti à se dégager d'un coin de mur qui s'affaissait.
mais une poutre en béton est tombée si près qu'ils ont dû se jeter au sol. Je voulais courir vers eux, les aider, les tirer, mais Samba m'a attrapé par l'épaule. Non Moussa. Tu vas y rester aussi. Bouge. Et on a couru. Instinctivement. Les gravats pleuvaient autour de nous. Des cris, des jurons, le bruit sourd du béton qui s'effondre. Je me suis pris les pieds dans un sac de sable. J'ai glissé, les genoux en feu, mais Samba m'a relevé d'un coup sec. Debout, debout. Vite. La poussière nous aveuglait. On ne distinguait plus rien. Tout était devenu blanc. Gris. Étouffant. Je me suis frayé un chemin vers la sortie, bousculant sans voir. Mon torse brûlait. Je n'entendais même plus ma propre respiration. Puis, la lumière. Un filet de lumière, au loin, à travers une ouverture entre deux piliers effondrés. C'était la sortie. Mais elle était partiellement bloquée par des gravats. Avec Samba, on a soulevé des pierres, repoussé des planches. On s'est frayé un passage, les mains écorchées, les bras tremblants. Et enfin, on a franchi le seuil. L'air libre. La lumière du jour. Mais derrière nous, le bâtiment gémissait encore. Et à l'intérieur, d'autres hurlaient. Une fois dehors, tout aurait dû s'arrêter. On était en sécurité. En vie. Mais au lieu d'un soulagement, c'est le vide qui m'a saisi. Un vertige. Je me suis écroulé à genoux sur le gravier brûlant. Mes bras tremblaient. Mon souffle saccadé n'arrivait plus à suivre. Je n'étais pas blessé. Du moins, pas physiquement. Mais quelque chose en moi s'était effondré. Samba, lui, s'est retourné vers le bâtiment encore debout, pour combien de temps? Des fissures lézardaient la façade. Un balcon s'était déjà écroulé sur une voiture. La poussière flottait dans l'air, comme un brouillard de fin du monde. Puis j'ai entendu un cri. Pas un cri de douleur. Pas un cri de peur. Un cri de détresse. Mon fils. Il est là-dedans. Mon fils. C'était une femme. Elle courait pieds nus sur les gravats, les bras tendus vers le chantier. Son visage n'était que larmes et terreur. Deux hommes ont tenté de la retenir. Elle se débattait comme une lionne blessée. Et là, tout s'est figé autour de moi. Il ne s'agissait plus de fuir. Il ne s'agissait plus de survivre. Il s'agissait de choisir. Rester dehors et regarder l'horreur se dérouler, ou y retourner. J'ai regardé Samba. Il me fixait, les yeux écarquillés. Non, Moussa. Tu n'y penses pas? Je n'ai rien dit. Je me suis relevé. Mes bottes craquaient sur les gravats. Mon casque tenait à peine. J'avais encore du sang séché sur les mains. Je suis retourné vers l'entrée. Vers l'ombre. Et à ce moment-là, j'ai vu d'autres personnes courir dans ma direction. Pas des ouvriers. Pas des pompiers. Des voisins. Des jeunes du quartier. Des hommes, des femmes. Certains portaient des seaux. D'autres des lampes. Un vieux tenait une pelle rouillée. Il ne fuyait pas. Il venait aider. Et dans ce moment d'humanité brute, j'ai su que je n'étais pas seul. Que ce combat, on allait le mener ensemble. Pas en héros. Pas en martyr. Juste en êtres humains. Le bâtiment ne s'était pas entièrement effondré. Pas encore. Mais l'intérieur, c'était un labyrinthe de ruines. Une jungle de débris. D'escaliers tordus. De couloirs bouchés. On n'y voyait presque rien. La poussière accrochait chaque rayon de lumière, formant des nuages opaques où les ombres semblaient vivantes. Et puis, il y avait ce silence. Un silence anormal. Pas un silence de paix. Un silence suspendu. Comme si le monde retenait son souffle. J'ai fait un pas. Mon pied a heurté une planche métallique. Puis un autre pas. Une poutre fendue s'est effondrée juste derrière moi. J'ai sursauté. Mais j'ai continué. Un homme marchait à mes côtés. Je ne le connaissais pas. Il était venu de la rue, un voisin sûrement. Il tenait une lampe frontale bricolée, scotchée à un vieux casque de vélo. On n'avait pas besoin de parler. On écoutait. Et soudain, au milieu de cet abîme, un son. Faible. Étouffé. Une voix.
Aidez-moi, je suis là. Je me suis figé. Le voisin m'a regardé. On a cherché du regard. Rien. Là. Dans ce tas de pierres. On s'est mis à creuser. À main nue. À genoux. Sans réfléchir. La poussière me brûlait la gorge. Le ciment collait à mes doigts. Mais je creusais. Encore et encore. Bientôt, d'autres mains se sont jointes aux nôtres. D'autres voix. Samba était revenu. Il portait un vieux cric de voiture, pour soulever une poutre. Un jeune garçon tenait une bouteille d'eau. Une femme priait à voix haute tout en ramassant les gravats. Et lentement, pierre après pierre, on l'a vu. Un homme. Étendu sur le côté. Le visage en sang, mais conscient. Il tendait le bras vers nous. On l'a tiré délicatement. Lentement. On craignait d'aggraver ses blessures. Chaque mouvement était millimétré. Mais on a réussi. Il respirait. Il murmurait. Merci, je pensais que c'était fini. Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai su que ce n'était que le début. Car sous ces gravats, il y en avait d'autres. Et tant qu'on entendrait des voix, on continuerait. Dehors, la chaleur avait grimpé. Le soleil cognait dur, et la poussière s'accrochait à chaque peau, chaque souffle, chaque larme. Pourtant, personne ne s'était arrêté. La ruelle devant le chantier s'était transformée en un petit camp d'urgence, né de l'instinct, du désespoir et de l'espoir. Une femme, voilée, avec un panier plein de bandages de fortune, s'était improvisée infirmière. Elle s'appelait Aïssatou. C'était une couturière du quartier. Elle n'avait aucune formation médicale, mais ses gestes étaient précis, rapides, et pleins de douceur. « Allonge-le là, vite », disait-elle à deux jeunes qui portaient un blessé sur une planche de bois. À côté, un vieux matelas avait été posé contre un mur. On y allongeait les blessés légers. Abdoulaye, celui qui était tombé sous une poutre, avait repris connaissance. Il avait la jambe tordue, le visage tuméfié, mais il respirait. Il plaisantait même. « Je vais plus revenir sur ce chantier, hein Moussa ?» J'ai souri, faiblement. Mais mon regard restait fixé sur les allers-retours des gens. Un gamin de 12 ans distribuait de l'eau. Il remplissait des gobelets avec une bassine récupérée chez lui. À chaque blessé, il disait la même chose, « Tiens, bois un peu, ça va passer. » Je me suis assis sur le trottoir, le dos contre un sac de gravats. Mes mains saignaient légèrement. Je ne sentais même plus la douleur. Le corps devient secondaire dans ces moments-là. Puis, il y a eu ce garçon. Pas plus de 8 ans. Il s'est approché de moi. Il m'a regardé, sérieux. Et il m'a tendu une bouteille d'eau. « C'est toi qui as sorti mon papa. » J'ai levé les yeux, surpris. « Comment tu t'appelles ?»« Mamadou. » Je n'ai rien dit. Je l'ai pris dans mes bras. Ce geste-là m'a réparé un peu. Juste assez pour me relever. Car je savais que ce n'était pas fini. À l'intérieur, les voix continuaient. Et dehors, l'espoir grandissait. Le soleil était à son zénith. L'air brûlait. Le sol vibrait encore sous mes pieds. Mais ce n'était plus la peur qui me faisait courir. C'était le besoin. Le devoir. Un cri perça l'atmosphère. Et il y a quelqu'un là-dessous. Vite! On s'est rué vers un tas de gravats du côté et de l'immeuble. Une partie du plancher du deuxième étage s'était effondrée, ensevelissant tout ce qui se trouvait en dessous. Il ne restait que des blocs, du métal tordu, et un vide angoissant. Et pourtant, quelqu'un était là. Je me suis approché, accroupi, oreille tendue. « Aidez-moi !» C'était une voix jeune. Fragile. Un adolescent. Il était coincé sous une dalle brisée, entouré de poutres croisées. Son souffle était haché, mais vivant. Et ses yeux ne clignaient presque plus. « On va te sortir de là, mon frère. Tiens bon. » Avec Samba, un voisin et deux jeunes du quartier, on s'est mis à l'ouvrage. On soulevait des pierres, on écartait des câbles électriques, on dégageait centimètre par centimètre ce qui retenait son corps prisonnier. Mais plus on creusait, plus on comprenait la difficulté, une poutre bloquait sa jambe, et sous elle, un mur menaçait de s'écrouler à tout moment. « Si on soulève trop vite, tout tombe », dit le voisin, un ancien maçon. Alors on a ralenti.
On a calé la structure avec des planches. Samba est allé chercher une barre de fer pour faire levier. Le jeune garçon haletait. Il avait peur. Et il commençait à parler dans le vide. « Maman, je veux pas mourir, pas maintenant. »« Tu vas pas mourir, lui ai-je dit en le fixant dans les yeux. Pas aujourd'hui. » Le temps s'était suspendu. Il n'y avait plus de bruit, plus de monde, plus de chaleur. Juste ce souffle, cette promesse, le sortir vivant. Et enfin, dans un effort coordonné, à 5, on a réussi à soulever la poutre. Assez pour le tirer. Il a crié de douleur. Mais c'était un cri de vie. Quand on l'a sorti de là, il s'est effondré dans mes bras. Et autour de nous, les gens ont applaudi. Oui, applaudi. Car dans un monde qui s'effondre, sauver une seule vie, c'est déjà reconstruire un peu l'humanité. Il s'appelait Bamba. 15 ans. Fils de maçon. Il n'aurait pas dû être là. Quand on l'a sorti de sous les gravats, il ne pouvait plus marcher. Sa jambe était gonflée, probablement fracturée, son bras couvert d'écorchures. Mais il était vivant. Et conscient. On l'a allongé à l'ombre d'un arbre, sur une bâche posée à même le sol. Aïssatou, toujours là, a nettoyé ses plaies avec le peu d'eau propre qu'il restait. Il serrait les dents. Il ne criait pas. Il ne pleurait pas. Il regardait le ciel, comme s'il n'y croyait pas. Je me suis accroupi près de lui. « Tu t'appelles comment ?»« Bamba. »« Tu es courageux, Bamba. » Il a levé les yeux vers moi. Lent, sombre, épuisé. J'ai cru que j'allais mourir. Mais j'ai prié. Tout le temps. Je me suis dit, si quelqu'un m'entend, peut-être que je reverrai ma mère. Un silence. Puis il a ajouté. C'est toi qui m'as sorti ? J'ai hoché la tête. Il a souri. Petit, fatigué. Mais sincère. Merci. Ce mot-là, simple, a traversé mes entrailles. C'est pour ce merci qu'on tient. Qu'on continue. Même quand le corps n'en peut plus. Même quand on a peur. Son père, Mamadou, est arrivé 1 heure plus tard. Il courait. Il criait. Il appelait son fils. Et quand il l'a vu, il s'est effondré. En larmes. À genoux. Les mains tendues vers lui, tremblantes. Mon fils est vivant. Ils se sont étreints comme on s'accroche à la vie. Comme si rien d'autre n'existait. Même les blessés autour ont baissé les yeux, par pudeur. Par respect. J'ai détourné le regard, laissant ce moment leur appartenir. Dans la rue, le bruit du chaos s'était apaisé. L'effondrement n'était plus une catastrophe brute. C'était devenu une suite de rencontres, de gestes simples, d'élan de cœur. Je n'oublierai jamais le regard de Bamba. Ni son sourire, malgré la douleur. Ce jour-là, il est devenu plus qu'un survivant. Il est devenu un symbole. Un rappel vivant de ce qu'on peut sauver, même dans les pires ruines. Les sirènes, on les a entendues de loin. Un son aigu, perçant, qui fendait l'air comme une promesse. Promesse d'aide. Promesse de renfort. Promesse que, peut-être, enfin, des professionnels prendraient le relais. Quand les premiers véhicules rouges sont apparus au bout de la rue, les gens se sont mis à crier, à faire signe, à guider. Une chaîne humaine s'est formée naturellement, ouvrant le passage. Les secouristes sont descendus en courant, casques vissés sur la tête, sacs de matériel sur les épaules, leurs yeux balayant la scène avec précision. Mais ce qu'ils ont vu, les a surpris. Il n'y avait pas la panique désordonnée qu'on aurait pu attendre. Pas le chaos absolu. Il y avait une forme d'organisation. Une énergie née de l'urgence. Des blessés alignés sur des matelas de fortune. Des seaux d'eau encore en circulation. Des jeunes avec des lampes bricolées, qui guidaient ceux qui creusaient. Une femme prenait des notes, le prénom des rescapés, l'état de leurs blessures. Et moi, je n'étais plus ouvrier. J'étais coordinateur, guide, messager. Juste parce que j'étais là depuis le début. Parce que je connaissais les lieux, les risques, les noms des hommes coincés. Un pompier m'a attrapé par l'épaule. « Vous êtes responsable ici ?» J'ai souri, épuisé. Non. Mais j'étais dedans quand ça a craqué. Alors, disons que je sais où chercher. Il m'a serré la main, fort. « Vous avez fait un travail incroyable.
puis ils se sont mis au travail. Avec leurs équipements, leurs chiens, leurs balises thermiques. Ils sont allés là où nous, à main nue, n'aurions jamais pu entrer. Mais ils n'ont pas repoussé notre aide. Ils l'ont intégrée. On est resté. Avec eux. À creuser. À porter. À consoler. À midi, un hélicoptère a survolé la zone. Des journalistes sont venus. Des caméras. Mais nous, on n'y faisait plus attention. On était dans autre chose. Dans le réel. Dans l'instant. Dans la poussière et le cœur. Ce n'était plus un chantier. C'était devenu une bataille. Et ce jour-là, ceux qui n'étaient ni médecins, ni pompiers, ni militaires, ont été héros, le temps d'une matinée. La nuit était tombée sur Touba. Les projecteurs des secours balayaient les ruines, dessinant des ombres longues sur les murs effondrés. La poussière flottait encore, mêlée à la lumière comme un voile suspendu entre deux mondes, celui d'avant et celui d'après. Je me suis assis à l'écart. Sur un tas de gravats, là où quelques heures plus tôt, je chargeais du sable en plaisantant avec mes collègues. Mes mains étaient noires. Mon front collant. Mon dos me lançait à chaque mouvement. Et pourtant, je n'avais pas envie de dormir. Ni de manger. Juste de rester là, à regarder. Samba s'est approché. Il s'est assis sans dire un mot. On est restés côte à côte, comme deux frères sortis d'un long rêve trop réel. Il m'a tendu une bouteille d'eau. J'ai bu une gorgée. On a levé les yeux ensemble. Devant nous, le bâtiment éventré. Derrière nous, des familles. Des enfants qui dormaient sur des nattes, des bénévoles qui servaient du café, des prières chuchotées dans le silence de la fatigue. Et au milieu, la vie. Fragile. Mais encore là. Je pensais à Bamba. À son père. À Abdoulaye qui plaisantait, même avec une jambe cassée. À Aïssatou, la couturière devenue infirmière. À tous ceux que je n'aurai jamais le temps de connaître, mais que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, j'ai vu des hommes tomber. Et se relever. J'ai vu des mains blessées, et soignées. J'ai vu la peur, brute. Et le courage, brut aussi. Ce jour-là, j'ai compris que le véritable effondrement n'est pas celui des murs. C'est celui de l'indifférence. Et que la véritable reconstruction ne commence pas avec les machines. Elle commence avec une main tendue. Je me suis levé. J'ai enfilé mon casque une dernière fois. Il était fendu. Sale. Inutilisable. Mais je l'ai porté comme un symbole. Et j'ai marché, lentement, vers la lumière. Pas pour fuir. Mais pour raconter. Car ce qu'il s'est passé ce jour-là, ce que j'ai vu ce jour-là, a tout changé. Pas seulement pour moi. Mais pour nous tous.